il est clairement venu vous assassiner tous, vous éliminer un par un. J'entends des cris de femme. Elle crie, il va couper le courant. J'entends quelqu'un qui descend les escaliers très vite, une porte qui se claque. Et là, je me fais poignarder. Je me dis, si je respire, je suis mort. Je me rends pas compte, mais je perds beaucoup de sang. Bah, tu dois être en état de panique totale. Ah oui, je n'arrive pas à respirer. Il y a vraiment beaucoup de fumée. Moi, je me dis, la maison elle est en train de brûler. Et là, presque devant moi, l'indicible est là. J'ai ma maman qui est en train de brûler dans le feu. Et je trébuche dans le corps de mon petit frère. Je vois qu'il est mort, il bouge plus. Hein. Son corps, il est inerte. Ouais. Et là, je vois le corps de mon grand-père par terre. Il gît dans le mar de sang. Et là, un peu plus loin, je vois ma grand-mère, pareil. Elle gît dans le mar de sang. Mais excuse-moi de t'interrompre, mais quand tu racontes là ce que tu es en train de raconter, c'est pire qu'un film d'horreur. C'est tellement insupportable de quelques heures d'avoir une famille unie, d'avoir des moments heureux, à le vide, la tragédie, la mort. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir à vous. Bienvenue dans Mon Incroyable Histoire. L'histoire que tu vas nous raconter, Jean-Yves, est particulièrement difficile. À l'âge de 15 ans, tu assistes au massacre de toute ta famille. Ce soir-là, ta sœur, ton petit frère, tes parents, tes grands-parents sont abattus par Pascal Dolic, l'ex de ta sœur, qui va rentrer dans une folie meurtrière. L'un des premiers détails, il pourrait presque faire sourire, c'est un hachis parmentier qui est servi. Est-ce que tu peux nous en parler? On est arrivé avec maman de Beauvais en voiture. Mon petit frère est là, il nous attend, il nous sourit, il est heureux de nous accueillir. Et à côté de lui, il y a Pascal Dolic. Je suis quand même surpris parce que ce garçon, ma sœur, s'en est séparés 2 mois plus tôt. Et lui, il est là devant la porte. Il est là devant la porte et il explique qu'en fait, il est venu préparer le repas pour éviter que maman le fasse. Et ce repas, c'est un hachis parmentier. Un hachis parmentier. Voilà. Comme il est charcutier traiteur, c'est des repas qu'il prépare pour ses clients et il dit comme ça, Madame Labrousse, ce soir, vous aurez moins de choses à faire. Toi, t'es surpris qu'il soit là. On est surpris. Même ma maman, elle est surprise. C'est d'autant plus surprenant que il a rien à faire chez vous, a priori. Mais en plus, il reste pas pour dîner. Il vous fait à manger, il vous fait ce hachis, mais il reste pas. Non, maman va lui demander, va lui dire, Pascal, est-ce que vous voulez rester avec nous puisque vous avez fait ce repas si agréablement. Il décline, il dit qu'il est invité. Voilà. Après, quand il est parti, maman a dit ouf quoi. Hein, bon, alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais bon, ok, ce soir j'ai rien à faire. Et puis, il est parti, donc voilà. Ma sœur Caroline nous raconte, elle nous dit, voilà, j'ai aidé Pascal à faire le repas. Donc quelque part, ça nous rassure puisqu'elle l'a aidé. Pascal Dolic s'en va. Vous laisse le hachis parmentier, vous mangez ce hachis. C'est ça, on est passé à table, voilà, comme tous les jours, on est heureux d'échanger. Je raconte ma journée au salon de coiffure, donc ça s'était pas vraiment bien passé. Hein, j'avais mis de l'eau dans les yeux des clientes, voilà. Donc je suis multidis, c'est une différence cognitive, et je suis un peu le Pierre Richard, tout ce qui est la gestuelle, la coordination. Et des fois, je suis un peu gauche. Donc ce jour-là, naturellement, tu racontes ta journée. C'est ça. C'est une soirée normale en famille. Soirée normale, on rigole. Mon petit frère, il y a mon petit frère Fabrice, ma sœur Caroline, papa et maman. Voilà. Et puis moi. Et puis très rapidement, dans le repas, chose très inhabituelle, papa, il a sa tête qui tombe dans l'assiette. Voilà, il s'écroule dans son assiette. Voilà. Tout d'un coup. Vous avez mangé ce hachis parmentier. Ouais. Et il s'écroule. S'écroule brutalement et maman tout de suite, elle dit Pascal Dolic nous a drogués. Et là, moi, du haut de mes 15 ans, je comprends pas pourquoi maman dit ça. Je comprends pas. Je comprendrai beaucoup plus tard. Donc très rapidement, on n'est pas pris de malaise, mais on a envie de dormir. Donc on va se coucher. Il est quelle heure là? Vous allez vous coucher à 20h? Ouais, dans ces eaux-là, oui, il doit être assez tôt. Hein. Mais toi, tu dois être inquiet, non? Ta mère vient de dire Pascal nous a drogués. Ouais, Pascal nous a drogués. C'est bizarre, c'est bizarre, mais d'un autre côté, je me dis, c'est les adultes qui gèrent, hein, puisque voilà,
Et puis je suis fatigué, j'en peux plus, donc je vais me coucher, quoi. Et puis je me réveille dans la nuit parce que j'entends des cris de femmes. Et distinctement, j'entends maman qui parle avec sa mère. Et ça, encore une fois, c'est pas normal. Ma grand-mère Christiane ne vient jamais le soir à la maison, hein, dans la nuit. J'entends quelqu'un qui descend les escaliers qui mènent à l'étage très vite, une porte qui se claque. Et là, j'entends maman qui dit à sa mère, il est rentré par le haut. Elle crie et elles disent, il va couper le courant. Il va couper le courant. Et ensuite, des cris, des hurlements. Il n'y a aucune lumière, on est dans le noir. Il n'y a plus de bruit. Je me lève, je sors de ma chambre, j'arrive dans le couloir. Et là, très rapidement, dans le couloir, j'entends une respiration. Un souffle assez bestial. Et très rapidement, je vois quelque chose qui brille. Je comprends pas encore ce que c'est. Et là, je me fais poignarder. Tout d'un coup, tu sens une lame, tu comprends que c'est une lame. Oui, bah je le sens, ça pique, hein. Ça pique vraiment, hein. Ça pique, hein. Ça pique. Ça fait plus que piquer, non, Jean-Yves? Oui, non, oui. mais quand tu dis ça pique, Oui. ça, c'est une douleur atroce. Et Sur le coup, vous sentez qu'il y a quelque chose qui rentre dans vous. Hein. Et puis, ça fait quand même mal. Je suis tombé, et là, il me laisse pour mort. Je m'évanouis, je me réveille plus tard. Je suis tout seul. Et je me dis, là, il faut que j'aille me cacher. Parce que je me dis que je peux être tué à n'importe quel moment. Et mon instinct me dit de monter à l'étage. Je monte à l'étage, il y a un bureau. Un bureau où là, mon papa, il me racontait des histoires, où il jouait de la musique. Je m'accroupis et je mets juste une chaise devant moi. J'essaie de pas respirer comme un animal traqué. Hein, parce que je me dis, si je respire, je suis mort. tu comprends là vraiment que ta vie est en danger. Eh oui. Quelques instants plus tard, j'entends un homme, une voix qui m'a l'air familière, et il parle à ma sœur. Il lui dit, où est Jean-Yves? Voilà, où est Jean-Yves? Et là, ça m'interpelle. Et je me dis, voilà, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, voilà. Mais donc je sais pas quoi faire. Là, il pose des questions, et d'un seul coup, à chaque question, un coup. Bon, elle se rebelle, elle essaie de se rebeller, j'entends. Et plus il pose cette question, plus il donne des coups, et plus la voix de ma sœur devient métallique, voire inaudible. Voilà. Parce que ces coups, tu comprends sur ce moment-là que ce sont des coups de couteau? Ou Je ne crois pas que c'était des coups de couteau. Il avait coupé une sorte de manche de râteau. Comme une matraque, quoi. il la tape avec une... Avec un morceau de bois, je sais pas, 20 cm à peu près, gros diamètre. Ça se passe à 1 mètre de moi. Hein. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Et en même temps, je me dis, si je sais pas me défendre, je sais pas, voilà, je suis pas très doué pour la bagarre. Voilà, je me sens pas très bien, aussi. Bah, tu dois être en état de panique totale. Ah oui. Un stress total, comme une bête qui est traquée. Hein. Voilà. Et en même temps, psychologiquement, il y a tout ça qui tourne dans ma tête. Je m'évanouis. Et quand je me réveille, plus un bruit. Ça me semble interminable. De ce fait, je me dis, il faut que je bouge, parce que s'il m'a repéré, je suis mort. Donc je change d'endroit. Il y a une partie dans les combles qui est pas aménagée. Et je vais ramper sous une partie de la charpente. Et là, j'entends une porte de placard qui s'ouvre. Et j'entends mon petit frère qui dit « Non, Pascal, ne me tue pas ». Et là, je sais qui c'est. « Non, Pascal, ne me tue pas ». Mon petit frère, 12 ans. Il le supplie plusieurs fois, des coups, et plus rien. Encore une fois, je me sens impuissant de pas pouvoir faire quelque chose. Donc, je m'évanouis, parce que tout ça, c'était horrible, et puis je me rends pas compte, mais je perds beaucoup de sang, aussi.
Donc, voilà, je vais me réveiller parce que j'arrive pas à respirer. Il y a de la fumée, c'est vraiment très dur, je suffoque. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Je descends, mais je risque de tomber sur Pascal Delic, ou je reste là et je risque de brûler, ou de mourir asphyxié. Parce que là, tu comprends que c'est de la fumée, tu comprends que la maison est en train de brûler. Il y a vraiment beaucoup de fumée, et moi je me dis, la maison est en train de brûler. Donc je descends, et plus je descends dans les escaliers, et plus je sens la chaleur, et là, quand j'arrive à la porte de la montée d'escalier, j'ai le brasier. J'ai le brasier et je pensais pas voir l'indicible. L'indicible est là. J'ai ma maman qui est en train de brûler dans le feu. Voilà, le corps de maman est dans le feu. Je suis effondré. Je suis comme un homme sous, je perds mes moyens, je vacille, je titube, je suis en équilibre, presque sur le point de tomber, et je trébuche dans le corps de mon petit frère. Et alors j'essaie de me rattraper, qu'il est en couloir, en travers. Tu viens d'assister au pire auquel on puisse assister. Enfin, t'es un gamin de 15 ans. T'as entendu ta sœur se faire poignarder. T'as assisté presque aussi à l'assassinat de ton petit frère. Là, est-ce que tu sais qu'il est mort? Parce que là, je vois qu'il est mort. Il bouge plus. Ouais. Son corps, il est inerte. Ouais. Je crois que c'est marteau. Il a tué à coups de marteau. Et quand tu sors de là, tu vois ta maman dans les flammes, qui est déjà morte ou qui est en train de mourir. Et là, je me retrouve dehors. La porte de la maison est ouverte. Et je me dis, faut pas rester là parce que, en fait, c'est la mort là. Là, ça pue, c'est la mort. Enfin, voilà, c'est horrible. Et l'idée, c'est d'aller chercher de l'aide. Je dis, peut-être que j'ai pas vu papa, j'ai pas vu Caroline. Peut-être que je peux sauver quelqu'un. Je fais quelques mètres. Et là, je vois le corps de mon grand-père par terre. Il gît dans une mare de sang. Voilà. Donc là, je me dis, même dans la rue, je suis pas plus en sécurité. Et je vais jusqu'à la porte de chez mes grands-parents. Et là, un peu plus loin, je vois ma grand-mère qui est un peu plus loin. Pareil, elle gît dans une mare de sang. Sur la 360 degrés autour de moi, je regarde. Il y a la lumière. Je me dis, c'est là, faut que j'aille. Faut que j'y aille. Donc, entre deux, je me suis rendu compte que j'étais éviscéré. Parce que j'ai sauté un muret. Et en sautant le muret, je me suis retrouvé avec mes tripes dans les mains. D'accord. Donc, il a fallu qu'ensuite, je monte un talus, avec les tripes dans les mains, passer au travers d'une barrière. Mais, excuse-moi de t'interrompre, mais quand tu racontes là ce que tu es en train de raconter, c'est pire qu'un film d'horreur. Je veux dire, on n'arrive même pas à imaginer qu'on puisse se retrouver dans une situation pareille, à décrire tout ce que tu décris, et tu le racontes avec comme si tu étais conscient déjà à ce moment-là de tout ce qui est en train de se passer. T'arrives aussi à te dire, au moins ici il y a de l'air, alors que tu viens de voir tes grands-parents par terre dans une mare de sang, t'as tes intestins dans les mains, c'est ça? Mais et t'avances pour te sauver. Là, je comprends qu'il n'y a plus personne à sauver. Oui, mais te sauver toi-même. Ah oui. C'est-à-dire que toi, t'es un petit gars de 15 ans, oui. Pas la bagarre, t'es pas bien solide. Non. T'es pas très bon à l'école. Oui. Mais par contre, là, t'as une force de vie qui est incroyable. Oui. J'étais pas trop mauvais en sport. Le sport, j'étais assez bon en course. D'ailleurs, j'aurais le surnom de Forrest Gump. Je cours, je rampe. La maison, elle est à 20, 30 mètres, 50 mètres dans le champ. Voilà. J'ai ça à traverser pour arriver sur la route. Pour qu'on comprenne bien, la maison de ton oncle, elle est pas loin de votre maison, de la maison de tes parents, c'est ça? Elle est presque en face? Non,
Il y a peut-être 150 mètres. 150 mètres. Mais toi, t'es arrivé à peu près à ce niveau-là. Oui, voilà, je suis juste en face, en fait. Mon oncle, il est en train de discuter avec Pascal Dolic sur la route. T'arrives à entendre ce qu'ils disent. Ouais, bah oui, il n'y a pas un bruit. Il parle assez fort. J'entends Pascal Dolic dire, c'est Jean-Jacques Labrousse, mon père. Jean-Jacques Labrousse, qui a tué tout le monde. Il dit au secours, le Voilà. père Voilà. a pété les plombs. Jean-Jacques, il a pété les plombs, il a tué tout le monde. C'est ce qu'il dit. Et là, je me dis, c'est pas possible. Là, j'ai les boules grosses comme ça. Hein, genre, voilà. Et je me dis, c'est pas possible. Après avoir vécu tout ce que je viens de vivre, je peux pas laisser dire ça. Hein, c'est pas possible. Donc, je me bouge, je me lève, je cours, je rampe et j'arrive. Et quand j'ai en visu mon oncle, je crie et je dis, c'est Pascal Dolic l'assassin. Je l'écoute pas, c'est Pascal Dolic l'assassin. C'est pas mon père. Il est encore là, Pascal Dolic. Dolic. Et comment il réagit? Rien. Il dit rien? Il dit rien. Et ton oncle? Il dit rien. Hébété. Donc personne dit rien? Personne dit rien. Hébété. J'imagine qu'il te porte assistance, t'es en train de te vider de ton sang. Il me met à l'intérieur. Mon oncle appelle les secours, mais les pompiers qui vont arriver, c'est parce que l'agriculteur en face où j'étais frappé fait un malaise cardiaque. Ils viennent pas pour l'incendie? Ils viennent pour un malaise cardiaque. Alors, ils ont été surpris. Ils viennent pour un malaise cardiaque, ils observent qu'il y a une maison qui est en train de flamber, ouais, et qu'il y a un gamin qui est en état de choc. Il y a 6 morts. Et qu'il y a 6 morts. J'étais en mode traumatisme, de choc, sur la table, pour me réfugier. Ouais. Essayer de trouver un endroit où je puisse me sentir en sécurité. On trouve, il y a Pascal Dolic et moi. Ah, il y a Pascal Dolic et toi? Il y a Pascal Dolic et moi. C'est pour ça que je suis complètement apeuré. Parce que Pascal Dolic est dans la même pièce que moi. Donc il faut comprendre que Pascal Dolic, après avoir fait tout ce qu'il a fait, il avait mis sa voiture, une 2 chevaux un peu plus loin, dans un chemin de terre, 800 mètres je crois à peu près. Il n'arrive pas à redémarrer. Il a perdu ses clés. Donc il va essayer de faire comme dans les films américains. On prend les fils en dessous, on les met pour démarrer, et ça marche pas. Ça marche pas. Parce qu'il essaye de s'enfuir là à ce moment-là? Oui, il essaie de s'enfuir, ça marche pas. Donc il se dit, je suis plus fort que tout le monde, plus intelligent, c'est pas grave. Je retourne dans la maison des Labrousse, je vais faire genre, je me mets en caleçon, t-shirt, j'ai dormi là, et c'est parti en cacahuète. Et je vais faire porter le chapeau à Jean-Jacques, Labrousse. Le père de famille, voilà. Ton père. Voilà. C'est son plan à ce moment-là. Voilà, c'est son plan. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Il sera mis en garde à vue. Hein. De toute façon, là, la police vient. Ils vont trouver très rapidement ses empreintes partout. Ils vont trouver très rapidement le couteau, les clés, le chéquier et tout, les affaires dans la maison. Ils vont trouver les empreintes. Et donc, il va être confronté. Lui, il va essayer de tenir mordicus, de dire que c'est pas lui. Mais il va se contredire. Sa version tient pas la route. Non. Le fait que ce soit ton père qui aurait pété les plombs. Et ensuite, tes souvenirs s'arrêtent finalement à ce moment-là. J'ai souvenir, après, de m'être allongé sur le sol. Voilà. Tu es à l'hôpital. C'est quoi c'est quel physique, toi, à ce moment-là? J'étais touché au foie. Ouais. Et puis, il faut remettre tous les intestins à l'intérieur. Il faut nettoyer, remettre. Voilà. T'es pas passé loin de... Ouais, faudrait pas que ça dure trop longtemps, ouais. Et tu te réveilles. J'ai ma grand-mère qui est là au réveil. Ma grand-mère paternelle. D'accord. Paternelle, parce que forcément, maternelle, c'est plus possible. Je suis dans le déni. Ça veut dire quoi, t'es dans le déni? Je suis dans le déni, je veux pas admettre que c'est la vérité. Je me dis que c'est pas possible. Donc tu t'inventes une autre histoire? Oui, plus ou moins, je me dis que c'est des cauchemars. Je me dis que ça peut pas être la réalité. Que c'est trop dur pour être la réalité. Donc t'as des souvenirs, tu te rappelles, t'as des flashs? Voilà. Et donc... C'est quoi les flashs que t'as à ce moment-là à l'hôpital? Tout ce que je t'ai raconté là. Mais t'y crois pas? J'y crois pas. La question que je vais poser tout de suite à ma grand-mère, c'est lui dire
comment vont papa, maman, Fabrice et Caroline? Et je comprends qu'elle se dit, il sait pas. Si je pose cette question-là, elle se dit, il sait pas. Donc, elle me dit que mes parents sont en train d'arriver. Ah d'accord. Elle te dit pas la vérité. Non. Sûrement pour essayer de me protéger. Elle fait ce qu'elle peut. Hein. Elle fait ce qu'elle peut. Tu as l'espoir que tes parents soient encore vivants. Ouais. Tu crois la version de ta grand-mère C'est ça. paternelle. Et finalement, c'est un gendarme qui vient Deux t'expliquer. gendarmes. Ça tape fort à la porte. Je dis, voilà. Là, j'ai dû faire une connerie. Sur le coup, tu vois. Comme quand je suis dans le déni. Et là, je comprends très vite de quoi il s'agit. Et en fait, quand ils me disent, voilà, on veut vous parler de ce qui s'est passé avec Monsieur Pascal Dolic. Et là, je comprends que ma grand-mère a essayé de me protéger et que ce que j'ai entendu, vu, c'est la réalité. Il m'annonce que mes parents sont morts, que c'est Pascal Dolic qui les a tués, qu'il est en garde à vue. Et il sortira pas la garde à vue. Il te parle aussi de ton petit frère, j'imagine, de ta sœur. Ouais. Tu réalises au bout d'un moment que t'es le seul survivant et que tu es orphelin. C'est tellement insupportable de quelques heures d'avoir une famille unie, d'avoir des moments heureux, à le vide, la tragédie, la mort. Je n'arrive pas à admettre que mon monde vient de basculer. C'est un champ de ruines. Je reste 1 mois et demi à l'hôpital. La vie, pour moi, est devenue noire, fade, odeur de mort. Avant ça, j'avais des couleurs. Et là, c'est insipide. À l'hôpital, il y a une jeune femme qui vient me voir. Et là, elle me dit bonjour. Et au lieu, je me dis, elle va me faire la bise. Et là, moi, elle me fait un smack. Et puis, ça devient un baiser. Et puis, je dis, mais... Une infirmière? Non, une jeune femme que je connaissais. Ah, que tu connaissais quand même. Pas une infirmière, non, pas le fantasme, une infirmière. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, j'ai vu la scène. Une jeune femme que je connaissais, Ok. qui est venue me voir pour me réconforter. Tu connaissais un peu. Je la connaissais un peu de vue, mais j'étais jamais sorti avec elle. Et elle est venue te réconforter bien. Voilà. Et de fait, j'avais l'impression, avant ça, d'être mort-vivant, tu vois, d'être outre-tombe. Hein. Et là, c'est un peu comme quand tu prends la tasse et tu reprends le bouffée d'air. Et la vie, c'est ça aussi. Tu vois. Et de fait, ça va me dire, raccroche-toi. Enfin, abandonne pas. T'aurais pu abandonner. J'aurais pu abandonner. T'aurais pu mourir. J'aurais pu partir en déprime, me laisser aller. Voilà. Quand je rentre à la maison, au bout d'1 mois et demi, à la maison. Elle a brûlé la maison. Oui, pas complètement, mais je dois aller chez la sœur de mon père. Et puis comme ma grand-mère elle est pas bien, on me dit tu vas faire un peu comme une garde alternée. Tu fais 15 jours chez ta grand-mère, 15 jours chez mon oncle et ma tante. Ça dure combien d'années ça où t'étais justement en garde alternée? Ça va durer au moins 1 an à peu près. D'accord. Ouais, au moins 1 an. Et après? Et après je vais aller complètement chez mon oncle et ma tante. Le drame a eu lieu en 1983 et le procès n'a lieu que 6 ans plus tard. La justice était encore plus lente dans ces années-là. Il y a eu plein d'expertise et tout ça. Ouais. Qui ont retardé. Ouais. Mais quand même, 6 ans, c'est énormissime. 6 ans. 6 ans où toi tu te reconstruis quand même. 6 ans, ouais. Où tu revis les scènes en permanence. Ça, les cris. Surtout, le pire, c'est les cris en fait. Le cri et la scène du feu. Et puis les odeurs. Ces images-là, enfin, t'es en train de les raconter. C'est pas la première fois que tu les racontes. Tu les vois. Enfin, tu visualises. En fait, le problème de tout ça, c'est les flashbacks, quoi. Les flashbacks, de revivre ça revient n'importe quand. Alors au départ, j'arrivais plus à dormir la nuit. Il fallait de la lumière parce que j'avais peur que ça se reproduise tout le temps. Voilà, besoin d'essayer de se rassurer quelque part.
Maître Garnier me dit qu'il y aura donc un procès, que je serai face à Pascal Delic. Et donc ce jour arrive. Le jour arrive. Pascal Delic, je me dis en allant au procès, je vais le regarder dans les yeux et puis je vais lui montrer que je suis devenu un homme. Dire écoute, t'as vu, j'étais un gamin, je suis devenu un homme, je suis à l'armée. Écoute, voilà. J'ai montré que j'ai pas peur. Et même, j'étais encore dans la vengeance à ce moment-là. Et de dire, tiens, si je pouvais lui en mettre une. Non mais voilà, voilà. Enfin, et parce que Donc t'arrives à soutenir son regard? Il me regarde pas. Ah oui. J'ai pas à le soutenir son regard du tout. J'ai pas ce problème-là. J'ai même pas ce problème-là. Là, t'as 20 ans, 21 ans à 21 ce moment-là. Comment ça se passe? Il est fuyant, il est... Oui, il regarde par terre. Ce qu'il essaie encore de faire, c'est de dire que c'est pas de sa faute, qu'en fait, il va essayer les responsabilités, il est fou. C'est ce qu'il essaie. Avec son avocat. Il y a des expertises qui disent il est en crise épileptique. Oui, ils vont essayer de dire ça. C'est-à-dire qu'il est dans une espèce de crise de démence. Démence, oui. Pour essayer justement de pas aller en prison. Parce qu'à l'époque, s'il est considéré comme dément, il va même pas en hôpital psychiatrique, il sort du tribunal libre. Ah oui. Libre. Donc lui, alors pour lui, c'est ce qu'il veut. Pour vous, enfin pour lui comme pour vous, pour toi, l'enjeu il est énorme. C'est-à-dire que c'est qui tout double. C'est ça. Et alors, il explique quand même son geste. Il dit qu'il s'en rappelait ou il y a pas de version, il y a pas de. Ouais, si, d'après ce qu'ils disent, non, c'était pas lui. C'était voilà, il était dans un état second. C'est ce qu'il raconte. C'est que Pascal Delic, il a pris une après-midi de congé parce que il disait qu'il n'arrivait pas à dormir. Il va voir son médecin. Il dit, docteur, j'ai besoin de somnifères parce que j'arrive pas à dormir. Après la rupture de ma copine, tout ça, ça va pas, machin. Ok. Donc, il a pris je me rappelle plus le nom du somnifère, pour un somnifère assez puissant, qui va inclure dans le hachis parmentier, à l'insu de ma sœur. Mon papa, il a pris 3-4 fois du hachis parmentier. Plus que tout le monde, plus que toi. Il plonge la tête dans le hachis parmentier, c'est pas un malaise cardiaque, c'est le somnifère qui fait effet. Lui, en fait, il va pas se réveiller. Il se réveillera jamais. Parce que maman va le conduire dans sa chambre, il va s'allonger, et Pascal Delic va le tuer dans son lit. Voilà. Chaque personne a au moins 16 coups de couteau, je crois. C'est l'acharnement. Il est clairement venu vous assassiner tous, vous éliminer un par un. C'est son projet. Puisque il pouvait pas supporter qu'on puisse être heureux sans lui. Donc, il fallait effacer ceux qu'il avait rejetés. Il vient se venger. Et il vient faire en sorte que ta sœur, probablement, ne rencontre plus jamais quelqu'un, qu'elle ne soit plus jamais heureuse avec un autre. Ouais, c'est ça. Il a quel âge, ce gars? 23 ans. Il a 23 ans, il est tout jeune, quoi. Et il est apprenti charcutier, traiteur charcutier, c'est ça? Il a quelle personnalité? Pervers narcissique. Non, mais sur le coup, enfin, je sais pas, Sympathique. Ouais, c'est ça. Il est sorti combien de temps avec ta sœur? Je sais plus si c'est 1 an et demi, je crois, un truc comme ça. 1 an et demi. Toi, tu le trouves plutôt sympa? Ouais, au départ même, très sympa au départ. Moi, c'est peut-être un peu le grand frère que j'avais pas eu. Et il dit regretter, du coup, alors? Il n'y a pas de demande de pardon? Il n'y a pas de mots pour ceux qu'il a tués, blessés, assassinés? Rien. Ni pour ta sœur? Il parle d'elle? Oui, il parle que il a voulu l'emmener par amour. Et toi, t'es dans quel état face à lui? Je bouillonne, j'ai un vrai volcan au fait de dire que je me dis que c'est pas possible qu'il puisse encore s'en sortir comme il a essayé de le faire quand il disait que c'était mon papa qui avait tué tout le monde. Voilà, il essaie de rejouer le même truc. Et tu lui parles, toi? Alors, il y a un moment donné où on me demande de raconter ce que j'ai vu.
Donc je raconte. Et ça me le demande pas, mais je me dis, enfin, je suis tellement écœuré par ce mec que je me dis, faut que je lui dise un peu ce que je pense de lui, tu vois. Je dis qu'en fait, il n'y a pas lieu d'être un homme pour celui qui s'en prend à des enfants, à un enfant, à des femmes, voilà, et surtout à un homme qui a été drogué, voilà. Qu'en fait, celui qui a fait ça, c'est pas un homme, plutôt une bête, voilà. Voilà ce que j'arrive à lui dire, et je suis assez content de lui dire, tu vois, après poser des questions sur les faits. Il réagit comment? Pas de réaction. Pas de réaction. Il est impassible. Oui. Comme si c'est pas lui qui avait commis ces faits, effectivement. Complètement. Il va écoper d'une lourde peine. Sa stratégie de folie passagère fonctionne pas. Ça marche pas. Il va prendre une vingtaine d'années, moins 6 ans de préventive. Il fait quand même de la prison. Ça, on en est quand même content. Mais au vu de ce qu'il a fait subir, on se dit que c'est quand même pas cher payé. Il a quand même effectué 20 années de prison entièrement. Hein. Il n'y a pas eu de remise de peine. Non, il n'y a pas eu de remise de peine. Ou remise de peine. C'est parce qu'il avait déjà fait 6 ans. Voilà. Donc il prend 20 ans. Toi, tu reconstruis ta vie difficilement avec des périodes de dépression importantes à certaines périodes de ta vie. Dans les années 92, j'ai rencontré la maman de mes filles. Et donc là, on va vivre sans problème jusqu'en 2005, me semble-t-il, où là, je reçois un courrier de l'administration pénitentiaire qui me dit que Pascal Delic va sortir. T'es dans quel état? Et là, c'est compliqué parce qu'en fait, j'arrivais à redormir normalement, sans mettre la lumière. Là, je remets la lumière, la panique parce que je me dis dans quel état il va être. J'ai pas peur pour moi, mais j'ai peur pour mes filles en fait. D'accord. T'as peur de quoi? Qu'ils veulent se venger. Puisque Maître Garnier avait dit que j'avais été les yeux qui avaient fait que la justice avait pu s'appliquer. Voilà. Donc je prends une matraque, je mets un système d'alarme pour me protéger. On met des choses en place pour essayer de faire en sorte que rien ne puisse arriver à mes enfants. J'imagine qu'il ne t'approche pas de nouvelles de lui, ni là, ni après. Est-ce que tu sais ce qui devient, ce qu'il fait à sa sortie de prison? Non, pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Maître Garnier, il va me dire, écoute, oubliez-le, hein, faites votre vie, avancez. Hein, voilà. Une peine a été prononcée, la justice a été faite. Hein, voilà. Un jour, tu es au salon de coiffure, donc où tu travailles, et c'est son père qui se présente. Oui. Comment ça se passe? C'est son père qui vient, il demande si je peux lui couper les cheveux. Et moi, je reconnais tout de suite, et je lui dis, écoutez, pour moi, là, c'est pas possible. Donc, mon patron, je lui dis, écoute, Franck, il faut que je te parle. Et donc, je vais avec lui, je lui explique. Je lui dis, moi, tu fais comme tu veux, hein, c'est pas moi le patron. Mais moi, en tout cas, je coupe pas les cheveux. Voilà. Donc, Mais lui, il venait pour que tu lui coupes les cheveux? Ouais. Dans quelle intention? Je sais pas. Il est venu 2 fois avec même une fois le jour de mon anniversaire. Tu vois, c'est spécial. Hein. Mais c'est de la provocation ou c'est? Je sais pas ce qu'il voulait. J'ai pas cherché à comprendre. Moi, j'ai vécu comme de la provocation. Ouais. Donc t'as refusé? J'ai refusé. Et j'ai trouvé la provocation et j'ai trouvé vraiment ça malsain, quoi. Voilà. Aujourd'hui, ce qui l'emporte, c'est quoi? La haine vis-à-vis de cet homme? Non. Au départ, j'ai eu la haine. Au départ, quelques années, il m'a fallu un peu de temps. J'aurais aimé avoir une arme et puis venger ma famille. Je me suis rendu compte que la haine, en fait, ça t'amène à rien. Hein. Et c'est Monsieur Badinter qui en parle bien de ça, et qui dit, notamment au moment de la peine de mort,
hein, qui disait qu'en fait, quand tu faisais également, toi, l'indicible, tu devenais à ton tour un bourreau. Non seulement il doit y avoir la douleur, j'imagine, que j'arrive même pas à imaginer, mais tu culpabilises aussi d'être le seul survivant. C'est ça. Ouais, c'était compliqué pour moi. Pourquoi moi, j'ai survécu. J'ai l'impression qu'ils sont sacrifiés pour moi. C'est vraiment, j'ai cette impression-là, vraiment. Sur le coup, c'est ce C'est que... ça. Sur le coup, c'est ça. De pas pouvoir pu aider, faire quelque chose pour que quelqu'un puisse vivre, tu vois. Et puis, et puis pourquoi moi? Pourquoi je suis pas mort? Tu vois. Enfin, ça a bien arrangé Pascal Dolic, mais ouais, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai de plus? C'est un truc qui va me hanter pendant des années. Hein. Ouais. T'as répondu aujourd'hui à cette question. Pourquoi toi? Pourquoi t'es resté vivant? Peut-être que tout simplement la chance, l'instinct, tu vois. Pour raconter aussi ce qui s'est passé. Voilà, ça je voyais pas. Comme t'es en train de le faire là. Mais au jour d'aujourd'hui, oui, le témoignage, rendre hommage. Ce que tu as vécu est tellement effroyable que je ne sais pas comment on fait pour se remettre, même avec les années et les décennies. Et c'est ce que tu respires. Tu respires que t'as dépassé cette histoire. Quand je voyais les flashs arriver, ça me terrorisait. Maintenant, je les accueille. Ça vient. Voilà. En même temps, je dis bonjour à mes parents, tu vois. Mais et même, tu vois, ce genre d'exercice d'interview, au départ, je voyais pas trop le truc, tu vois. Bon, si, mais en fait, je me suis rendu compte que à ces moments-là, c'est pareil. C'est un moment où, bien sûr, je rends hommage à mes parents, et des moments dans l'interview où je me sens plus près d'eux. C'est assez bizarre à expliquer. Voilà. Je sais pas si c'est voilà, mais c'est ce que je ressens. Ça s'est passé cette fois-ci. Oui. Tu t'es senti plus près d'eux. Oui, il y a eu un moment. C'est bref, hein. C'est très bref. Hein. Comme une présence. Oui, quelque chose. T'es heureux aujourd'hui, toi, Jean-Yves? Oui, je suis heureux. Je m'épanouis dans un métier que j'aime. Hein. Peu importe ce que vous traversez dans la vie, croyez en vous. Et puis, dites oui à la vie. Avancez. Je pense au hachis parmentier. Je mange plus. Tu manges plus de hachis parmentier? Non. Pour cette raison-là. Ouais. Merci. Merci à toi.